Parler abeilles, apiculture. Donc ici c'est un petit rucher de démonstration pour donner envie peut-être à certains. Et si j'avais une ruche chez moi, pourquoi pas Mais avant d'avoir une ruche à la maison, il faut apprendre le minimum, comme dans toute chose. Si on débarque directement sur une ruche et on ne connaît rien, ça sera très difficile de garder sa ruche pleine, vivante. Donc il faut un minimum de savoir. Donc il y a des ruches à école, il faut les utiliser, tout simplement. Bien, on va démarrer par les animaux de la ruche, après les produits de la ruche, l'apiculture en général, ce qu'on peut trouver autour des abeilles, et après on termine la visite en ouvrant une ruche. Donc interdiction de courir. Si vous partez avant, non, vous restez tous. Personne ne sera piqué, personne n'aura peur, et tout se passera bien. J'espère. Bien, les animaux de la ruche, on les appelle comment? Qu'est-ce qu'on trouve? Les abeilles. Il faut être précis avec moi. Allez, dans les abeilles, on trouve quoi? La reine. La reine. Les ouvrières. Les ouvrières. Et Là, et là, on dit comme ça, mais... non, c'est des petits. Et le troisième? Il y a toujours un papa dans un monde. Les faux bourdons. Les faux bourdons. Voilà. La reine, il y en a combien? Une seule. Très bien. Le rôle de la reine, c'est de pondre. Je ponds, et je fais rien d'autre. Mais pendant la belle saison, juin, juillet, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc c'est une machine à pondre. Donc je ponds, et je ne fais rien d'autre. C'est déjà pas mal. Okay. Elle se nourrit même pas. Ce sont les jeunes ouvrières qui viennent la nourrir. Allez, on sert le menu sur un plateau. Et elle est nourrie avec quoi? Avec de la gelée royale. Donc elle nourrit au fortifiant. Il n'y a que du bonus dedans. Et c'est pour ça qu'elle peut vivre 5 ans, en théorie. Mais maintenant, tout le monde dit, au bout de 3 ans, elle est vieille. Donc on a perdu 2 ans. Alors pourquoi on a perdu 2 ans? Il y a l'environnement qui joue beaucoup. On n'a pas les mêmes fleurs. Avant, il y avait des petits talus, des talus, des ronciers, des prairies fleuries. Il y avait une végétation très diverse qui permettait de bien nourrir les abeilles et de vivre plus longtemps. Actuellement, tous les talus, c'est des monocultures, comme on dit. Donc il y a des périodes où il n'y a plus à manger ou pas assez à manger. Donc il y a un déséquilibre alimentaire. Et aussi peut-être la faute un peu de l'apiculteur. Parce qu'on fait travailler la reine, c'est-à-dire qu'on l'oblige à pondre de plus en plus. C'est-à-dire il suffit d'augmenter le volume de la ruche, mettre des hausses supplémentaires. Et comme les abeilles n'aiment pas le vide, ils vont occuper ce vide. Et du coup, la reine, il faut augmenter le nombre d'abeilles, la reine va pondre davantage. Tandis que dans le temps, quand c'était un panier, quand c'était plein, je me reposais. Donc actuellement, ce n'est plus ça, c'est plus le même élevage, disons. Donc voilà pour la reine. Elle se fait féconder par ces messieurs qu'on appelle les faux bourdons. Pourquoi faux bourdons? Parce qu'on a déjà le nom bourdon, les gros bourdons noirs et jaunes qu'on voit sur les fleurs dans les jardins. Donc on pouvait pas les appeler bourdons. On parle duquel, on ne savait plus. Donc on l'appelait faux bourdons. Donc ces faux bourdons, ce sont les papas. Et il n'y a que quelques papas. Tous les autres ne font rien. Ils sont dans la ruche. Ils ne font rien. Ce sont des rois feignants. Ils ne vont même pas chercher la nourriture dehors, c'est-à-dire le nectar ou le pollen. Ils piotent à la réserve, c'est-à-dire de la ruche. Donc ce sont des rois feignants. Donc quand la reine fait son vol nuptial dans l'Yiddish 15 jours après sa naissance, elle va se faire féconder par une dizaine de mâles. Ça peut être aussi une quinzaine de mâles. Tout dépend des facteurs climatiques. Là, c'est une belle journée pour fécondation des reines. Donc cette année, entre le 7-8 mai jusqu'au 15 juin, le temps était exécrable un peu pour la fécondation des reines et il y a eu beaucoup d'échecs. Donc beaucoup de reines non fécondées. Donc quand la reine est non fécondée, les seins, les abeilles qui sont autour, meurent les unes après les autres, car il n'y a pas de relève.
Donc c'est une colonie qui disparaît. Alors ça, après l'alimentation de la reine, donc c'est toujours la gelée royale, donc qui prime par rapport à l'autre alimentation. Je vais faire la distinction. Quand la reine pond un œuf, l'œuf reste œuf 3 jours. 4e jour, on a un petit ver, une petite larve. Cette larve va être nourrie de gelée royale pendant 3 jours. Je ne parle pas 2 jours et demi ou 3 jours plus 1 heure, grosso modo. Donc 3 jours de gelée royale. Donc 3 et 3 égale 6. 7e jour, on arrête la gelée royale, on prend nectar et pollen pendant 3 jours. Donc ça fait 9 jours. 10e jour, la petite pellicule de cire est mise. Après, c'est la transformation de la larve en abeille. C'est la nymphose. Je sais pas si vous, ceux qui sont... Voilà. C'est tellement loin chez nous. On ne sait plus à quel niveau on apprenait ça à l'école. Donc, l'abeille va naître à 21 jours. Donc, vous pensez aux petits poussins. Donc, 10e jour, fermeture de l'alvéole. 21 jours, naissance de l'abeille. Si on va faire un élevage de reines, ou on provoque l'élevage de reines dans la colonie, on aura autre chose. 3 jours œufs et 6 jours de gelée royale. 3 plus 6 égale 9. 10e jour, on ferme la cellule royale et naissance à 16 jours, 17 jours. Donc elle est plus grosse, mais elle va naître avant les abeilles. Donc la gelée royale doit être pour quelque chose. Sûrement. Ouais. Donc c'est par l'alimentation qu'on va obtenir une reine et non une ouvrière. Donc c'est pour ceux qui font de l'élevage de reines, ils doivent bien choisir les larves. On prend des larves de... on peut prendre un œuf, mais on va prendre des petites larves de... Au 4e jour, 5e jour. Prendre le 6e jour, il y a un risque qu'on se trompe. Donc on va prendre 4e jour et 5e jour, comme ça on va mettre tous les atouts de notre côté pour obtenir une reine. Donc quand on fait cet élevage de reines, il faut bien voir, parce que les œufs c'est petit. Et si on oublie ses lunettes, ben on va tout louper. Parce qu'on va prendre des larves qui seront trop grosses, donc qui auront déjà eu une alimentation à base de pollen et nectar, donc on aura un échec, on aura une ouvrière et non une reine. Voilà, donc c'est la pièce maîtresse. Donc elle est fécondée une fois dans sa vie, donc par une dizaine de mâles. Après elle ne sort plus. Elle ne sort que pour créer un essaim. Donc généralement c'est 2 ans, 3 ans après sa naissance. Voilà, généralement. Bonjour. J'ai eu du mal à trouver. Je ne suis pas étonné. Donc maintenant on va parler. Ah oui. Les mâles. On a dit que les mâles, ce sont des rois feignants. Ils ne servent à rien, à part féconder la reine. Mais comme elle est fécondée qu'une fois dans sa vie, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Donc leur durée de vie est comptée. C'est qu'on peut dire ça. Est comptée. Car ils vont être éliminés au mois d'août, les uns après les autres. Car pendant l'hiver, il y aura 0 mâle. 0. Donc, parce que ce sont des bouches inutiles à nourrir. Donc on ne va pas garder ça. Tout le monde dehors. Donc les abeilles vont faire un barrage à l'entrée de la ruche. Et les frelons, les bourdons, les faux bourdons vont rester à grelotter de froid pendant la nuit. Puis ils seront éliminés par le froid. Ou alors bagarre. Donc il y aura 0 mâle pendant l'hiver. Mais comment refait-on des mâles l'année après pour féconder les jeunes reines? C'est encore la reine qui va décider. Elle va pondre des œufs non fécondés. Donc quand l'ovule tombe en temps normal, la spermathèque souffle et puis il y a de la semence qui va tomber en même temps, du mâle, pour faire la fécondation. Là, la spermathèque va rester fermée quand l'ovule tombe. Et on aura un œuf non fécondé et on va obtenir un mâle. Donc c'est la reine qui décide tout. L'apiculteur, il laisse faire. On n'a rien à contrôler. Donc c'est la reine, c'est la pièce maîtresse. S'il y a une bonne reine, on aura une belle colonie et on aura en principe une production très correcte. Donc il y a des années où le temps est mauvais
la reine, au lieu d'être fécondée par 10 ou par 15 mâles, elle va être fécondée par 2 ou 3 mâles. Mauvais temps, il pleut, il fait gris, je rentre. Et si le mauvais temps dure, elle ne sort plus. À partir de 10-15 jours, elle ne sort plus pour se faire féconder. Donc elle va rester avec la réserve de sperme de 2 ou 3 mâles. Donc cette réserve de sperme va être utilisée dès la première année. Après, la reine devient stérile. Les gens ils vont dire, mais pourtant j'avais une reine de cette année, pourquoi elle ne vit pas? Parce que ce sont des reines sans valeur, non, mal fécondées à cause des facteurs climatiques. Donc là, nous, on joue avec les facteurs climatiques. Alors, on ne peut pas contrôler ça. Alors, parce qu'il y a des années, je me rappelle en 2012 et 2013, c'était une catastrophe pour faire de l'élevage. On ne pouvait pas le faire. Comme cette année, c'était loupé. C'était pas une bonne année pour faire de l'élevage de reines. Donc, on a vu la reine et les papas, les faux bourdons. Ok. Maintenant, les ouvrières, ben, c'est la masse. C'est le peuple qui travaille. C'est-à-dire qu'ils vont tellement travailler qu'elles vont vivre, ces abeilles, 3 semaines à l'intérieur de la colonie et 3 semaines dehors. 6 semaines. Au bout de 6 semaines, elles meurent. Elles meurent d'épuisement au travail. Donc le taux de mortalité naturelle est élevé. Donc il va falloir que la reine ponde des œufs pour compenser cette mortalité naturelle. Et comme on passe de 10 000, 15 000 abeilles à la sortie d'hiver, on doit arriver à 40 000 et 60 000 parfois, eh ben la reine répond. Elle n'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, elle s'épuise. Donc une colonie, on ne gère pas la colonie. Nous, bien sûr, ce sont les spécialistes qui vont fouiller, faire de l'élevage de rennes intensif pour remplacer les rennes. Il y en a qui remplacent les rennes tous les ans. Moi, je laisse faire la nature. Si la reine veut vivre 5 ans, elle vit 5 ans. Si elle veut vivre 3 ans, elle vit 3 ans. Moi, je ne provoque pas l'élevage de rennes, je laisse faire. Mais par contre, je surveille si la colonie a une reine ou pas de reine. Donc si on ramasse un essaim et on s'aperçoit que il n'y a pas de ponte au bout de 15 jours, et puis là, il n'y a plus de reine, on met des cadres avec des œufs de 2 ou 3 jours et on va obliger, du moins on espère, que les abeilles vont élever une reine à partir des œufs que j'ai apportés dans le cadre. Donc là, c'est le boulot de l'apiculteur, surveiller est-ce qu'il y a une reine. Donc ça fait partie du boulot de l'apiculteur. Ce que beaucoup ne font pas. Ils laissent faire la nature, ils ne surveillent rien, et puis comme ça, tac, j'ai plus d'abeilles. Parce que j'ai arrêté. Et ici, la première, c'est une ruche orpheline, pas de reine, alors que c'était une colonie de l'an dernier. Et l'autre qui était bien peuplée, qui m'avait donné un peu de miel l'an dernier, la deuxième, elle est devenue orpheline en juin, alors qu'elle m'a donné du miel de printemps. C'est pour ça que quand les ruchers sont loin de la maison, on va moins souvent aussi. Mais par contre l'autre, un essaim de cette année, là elle marche bien. Donc on va regarder ça. Donc il y a beaucoup de surveillance dans les abeilles. Donc les ouvrières, ils vont travailler. Qu'est-ce que les ouvrières ramassent dehors, chez les fleurs? Du pollen et du nectar. Dans les fleurs, il n'y a pas de miel. Mais par contre, il y a un produit sucré qu'on appelle nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré riche en eau. Alors, ces ouvrières vont ramasser de la nourriture. Et ça va être stocké. L'ouvrière qui ramène la goutte de nectar riche en eau va la passer à une abeille qui a à l'intérieur de la ruche. Donc, ça va passer de bouche en bouche. Et la deuxième abeille va donner à une troisième. Et la troisième, une quatrième. Et ainsi de suite. Donc la goutte de nectar va passer de jabot en jabot. Mais à chaque fois, on va enlever une partie de l'humidité. Mais par contre, on va enrichir ce milieu avec des enzymes, des diastases. Donc on va concentrer ce produit nectar riche en eau, plus de 80%. Il faut qu'on tombe à 16-17% d'humidité. Donc l'abeille doit beaucoup travailler pour réduire cette eau et augmenter le taux de sucre. Donc avant d'obtenir 1 gramme de miel, l'abeille a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Donc cette goutte de nectar, quand il est pauvre en eau, riche en sucre, est stocké dans les alvéoles.
dans les alvéoles. Et quand l'alvéole est remplie de miel, les abeilles mettent une pellicule de cire. Et ce miel pourra être conservé X mois dans la ruche sans problème. Alors, on ramasse, mais ils font autre chose. Les jeunes ouvrières vont nourrir la reine, vont produire de la gelée royale. Ils ont une glande qui est hyper atrophiée, donc ils vont nourrir cette reine et les jeunes larves de gelée royale, entre le 6e et le 11e jour, grosso modo. Après, elles vont devenir cirières. La glande de gelée royale s'atrophie, ils vont devenir cirières. Donc ils vont construire les caves, ils vont construire les rayons, parce que tout est bâti avec de la cire, il n'y a rien d'autre. Après, ils vont être nourricières, on va nourrir les larves, soit gelée royale, soit pollen, soit nectar. On aura des ventileuses. Donc dans la ruche, il fait chaud, et le taux d'humidité est élevé, parce qu'on rapporte du nectar, donc c'est de l'eau. Hein. Donc le taux d'humidité est un peu élevé, donc il va falloir réduire tout ça, et on aura des ventileuses. Donc entre les quatre, il y aura, je dis n'importe quoi, 100 abeilles qui vont bouger des ailes pour faire un petit courant d'air et pour assécher ce milieu. Et ils vont finir gardiennes. Je contrôle qui rentre et qui sort dans la ruche. Généralement, tout se passe bien. Ici, les abeilles ne se trompent pas de ruche, parce qu'il y a j'ai beaucoup d'espace. Mais un professionnel, on lui donne un terrain comme ça, il met 100 ruches là-dessus, ou plus. Et comme ils ont toutes la même forme, la même couleur, l'abeille qui revient, où est ma ruche? Donc elle peut se tromper. Mais si elle apporte de la nourriture, de nectar ou du pollen, il n'y aura pas de bagarre. Mais des abeilles qui ne sont pas de la ruche et qui n'apportent rien, ils peuvent avoir la bagarre. Jusqu'à tuer une colonie. C'est rare. Hein. Moi j'ai vécu deux fois en 40 ans. Donc c'est très rare, mais ça peut exister. Voilà pour les ouvrières, donc c'est le peuple qui travaille. Maintenant, les produits de la ruche. Alors qu'est-ce qu'on ramasse? Qu'est-ce qu'on a? Miel. Du miel, gelée royale, la cire, la propolis. On a dit le pollen? Non. Le pollen. On va commencer par le miel. Le miel, donc il n'y a pas de miel sur les fleurs. Donc c'est un produit qu'on appelle nectar qui va devenir miel. Le miel, c'est 2 sucres simples, glucose, fructose. Donc un sucre qui est assimilé directement par l'organisme. Donc c'est pour ça que les sportifs aiment bien le miel. Le morceau de sucre que vous avez sur la table, c'est du saccharose, sucre composé. Donc il doit être travaillé par l'organisme pour diviser glucose et fructose. Le miel, c'est une composition de 2 sucres. Plus le miel sera riche en glucose, plus il aura tendance à se figer, cristalliser. Plus le miel sera riche en fructose, plus il restera liquide. Le miel d'acacia, il reste toujours liquide parce que c'est un des miels les plus riches en fructose. Donc, et le miel breton, c'est un équilibre entre les deux. Donc il va mettre 1 mois et demi, 2 mois pour durcir. Donc voilà, c'est la composition des sucres. C'est pas parce qu'un miel est un peu dur qu'il est mauvais. Je dirais même qu'il garde ses qualités. Mais c'est comme ça, c'est la nature. Donc il suffit de le réchauffer au bain-marie et on le rend pâteux pour que ce soit plus facile à manger. Donc voilà, le miel, c'est comme pour nous les pommes de terre ou les nouilles. Des glucides. Après, il faut des protéines. Donc les abeilles ne vont pas manger de viande, mais ils vont manger du pollen. Le pollen, c'est le beefsteak de l'abeille. Donc c'est riche en protéines, oligo-éléments. Et c'est un produit très intéressant, même pour nous, pour les humains. La cire, ce sont des cirières. Donc ils vont construire la totalité des cadres. On peut donner un vieux cadre. S'il y a peu de cire, les abeilles peuvent boucher le trou là, sans problème. Donc ce sont des cirières. On va mettre un cadre de bois avec des petits fils. Et si on ne met pas 2 feuilles de cire, les abeilles construisent. Donc nous, on va faciliter le travail de l'abeille. C'est-à-dire on va mettre une feuille de cire où il n'y a pas les abeilles. Et les abeilles vont construire sur la feuille de cire.
pour les obliger à travailler droit. Et comme ça, on peut prendre le cadre, le remettre, le reprendre, le remettre, sans rien casser. Mon mère il était astiqué avec des produits à base de cire, ça sentait bon, c'était merveilleux. Maintenant, c'est fini. Voilà, oui, maintenant c'est fini ça, je crois. Avec les meubles modernes, il n'y a plus de cire. Après, on aura donc la propolis. La propolis, c'est une matière gluante que les abeilles vont ramasser sur les bourgeons, sur les écorces. Donc c'est pâteux, ça colle partout. Si vous prenez un bourgeon de châtaignier, vous prenez la main, ça va coller. Donc ils vont en mettre ici, tout autour, autour, et tout autour aussi. Donc c'est à nous de gratter tout ça. Il faut que ça rentre et ça sort facilement. Parce que si on ne nettoie pas, à la fin, ben, l'écart se réduit et le cadre reste fixé au bois. Et pour les décrocher, ben, c'est tellement fort, on casse le cadre, ou alors on secoue toute la ruche, et quand on secoue toute la ruche, ben, les abeilles sortent. Ouais. Donc ça fait partie du travail de l'abeille. Nous, on balaye bien la maison, nous, on prépare le nid des abeilles, en nettoyant les cadres, pour tirer la propolis. Et la propolis, c'est un produit très bon encore pour l'humain. Donc pour les voies respiratoires, le tube digestif, très comme ça. Et vous verrez dans la pharmacie des petits bocaux, la petite boîte, propos avec un autre mot plus loin. Donc c'est à base de propolis, c'est très en vogue. Hein. Ça, il y a de l'argent à gagner là-dessus. Donc on a vu miel, pollen, propolis, la cire, et il reste la gelée royale. Donc la gelée royale, c'est j'allais dire le médicament, entre guillemets. C'est un produit alimentaire que tout le monde voudrait manger à la grande cuillère, mais que personne n'aura. Parce que on consomme ça à une petite cuillère, c'est 1 gramme. Donc on peut faire des cures, notamment pour des enfants qui ont des déficiences chez eux, donc ça leur donne un coup de fouet. Ou pour des personnes âgées, à l'entrée de l'hiver ou à la sortie de l'hiver, on peut faire une petite cure. Donc comme c'est très compliqué à faire, beaucoup de travail, c'est pour ça que c'est cher. Et il y a très peu à le faire. Sur le département, je ne connais qu'une seule personne. Et apparemment, l'an dernier, elle n'en a pas fait. Donc Madame Borel de Trévenec, je donne son nom, comme c'est la seule. Donc pourquoi il y a très peu à faire? Parce qu'il y a beaucoup de travail. Et quand on fait de la gelée royale, ben, on ne fait pas de miel. Il faut choisir. On prend une ruche, je fais du miel, donc je ne ferai pas. Ce n'est pas du tout la même conduite. On choisit sa branche. Gelée royale au miel. On ne peut pas faire les deux productions avec la même ruche. On va se casser la figure très vite. Donc voilà pour faire de la gelée royale. Donc en même temps on fait de l'élevage de reines. Parce que les deux productions sont liées. Donc on va mettre des petites cupules, des barrettes. On aura 3 barrettes par exemple. Et dans les petites cupules, on va mettre une petite goutte de cire. Pour mettre, parce que la cire c'est toujours bon pour l'odeur pour les abeilles. Et on va déposer un petit œuf. J'ai dit, sans oublier les lunettes. Donc ça, on est dans un laboratoire. On est généralement le rucher à côté de la maison. On est bien assis, bien éclairé, et on fait ça proprement. On fait ça sur les 3 barrettes, et on remet ça dans la ruche, une ruche qui a été préparée. C'est une ruche où il n'y a pas de reine, puisqu'on provoque l'élevage de reines. Donc les abeilles vont élever tous ces petits larves, du moins on espère la totalité, et cette larve va baigner dans de la gelée royale. Je peux dire que le matelas où repose la petite larve, c'est de la gelée royale. Et on va venir pomper la gelée royale. Avec une petite pompe, hop, on pompe, on fait ça 2 ou 3 fois. Et quand on arrive au 9e jour, la petite pellicule est mise au 10e jour. Donc il n'y a plus de production de gelée royale. On casse tout et on recommence à zéro. Donc tous les 10 jours, on reprend les cadres, on casse tout et on refait la même opération. Donc c'est du boulot, ce n'est que du boulot. Donc c'est pour ça que c'est en petite quantité et cher. Alors maintenant, on apporte les 3/4 de la consommation française est importée. Donc j'espère que c'est de la qualité, qu'elle est bonne. Le contrôle c'est un peu difficile pour un consommateur. Quand je prends le truc, le petit pot, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais?
Ben, on espère que c'est bon. C'est comme ça. Voilà pour les produits. C'est ok? Bien. Au temps du grand-père, et encore avant, on a trouvé des paniers comme ça. Dans les années, en 80, on en trouvait encore un peu. Donc c'était donc mettons de 1950, 80 grosso modo. On ramassait un essaim, on le mettait là-dedans. Hop, et on laissait vivre. Donc dans toutes les fermes, il y avait une quinzaine, 20 paniers comme ça. Et début septembre arrive, pour la récolte, on prenait, oh ici c'est léger, on verra ça l'année prochaine. On prenait la deuxième, oh ici c'est lourd. On prenait une mèche de soufre, on tuait les abeilles, on découpait tous les rayons de cire qu'on mettait dans un linge, on écrasait le tout, et on accrochait le linge au rebord de la cheminée ou le feu pour l'hiver. Donc le début septembre, le feu était démarré, puis il était passé à jamais éteint. Et le miel en contact de la chaleur, le miel fondait, se réchauffait, devenait liquide et traversait le linge. On avait une bassine et on avait notre miel qui était propre, prêt à être consommé. Donc c'était un autre miel que celui-là. Le miel qu'on faisait en 50 ou en 60, 70, il n'y a rien à voir avec celui-là. Parce que la majorité des fleurs qu'on avait dans les champs, dans les prairies, dans la nature, dans la campagne, tous les talus ont été rasés, toutes les prairies fleuries ont été remplacées par du raies gras, donc on n'a pas du tout les mêmes fleurs et les mêmes parfums. Donc ça c'était un miel qui était goûté, qui était bon. Et donc on avait ce miel là, et il restait toujours toute cette matière qui restait dans le linge. Qu'est-ce qu'on en fait? C'était jeté ou transformé? C'est la cire, non? Transformé en quoi? Ouais. En chou-gène. Hydromel. Voilà, rien n'était perdu, voyons. Mais c'est bon. Donc tout était malaxé, donc on avait de la cire, des larves, des abeilles, des cadavres. On avait le venin des abeilles qui étaient dedans, donc on avait tout dedans. Et on mettait tout ça dans une barrique avec de l'eau ou du jus de pomme et on laissait ça bouillir pendant plusieurs semaines. Et on avait de l'hydromel ou du chou-chêne. Et c'est un bon produit, mais qu'il faut boire en petite quantité. Si vous en buvez quelquefois, en apéritif c'est très bon. Vous mettez au frais, la bouteille au frais, frigidaire, et généralement on apprécie. Vous changez un peu des autres alcools, essayez. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? J'ai dit à peu près tout. Donc, les ennemis de nos abeilles, il y a des maladies contagieuses. Donc, comme dans tout règne animal, il y a des maladies. Ici, on a deux gros problèmes chez nous. Il y a le parasite qu'on appelle le varroa qui vient toujours d'Asie, l'île de Java. On l'a chez nous depuis 82 en Alsace, la Côte d'Azur, avec la transhumance, le transport des colonies, et puis de 200 km tous les ans, et puis en 86 ou 90, on l'a eu chez nous. 82, je ne sais plus, je ne me rappelle plus les dates. On l'a eu, et après tout le territoire français est contaminé par ce parasite. Donc ce qui veut dire que tous les apiculteurs doivent traiter, doivent éliminer ce parasite. Si on ne le fait pas, la colonie peut vivre 3 ans, grand maximum. On a fait l'essai auprès du combat des forces sanitaires, on avait pris un rucher, on ne le traite pas. On va voir combien de temps il va durer. 3 ans. La 3e année, tout s'écoule. Donc si les apiculteurs qui veulent une ruche dans leur jardin et qui ne traitent pas, ça n'ira pas loin. Donc il faut le savoir. Donc il y a des produits chimiques, en base d'amitraz. Donc c'est le seul produit autorisé par le ministère de l'Agriculture, pour traiter avec les abeilles. Sinon, des produits plus naturels à base de thymol, mais un peu moins efficaces. Et ce traitement est fait toujours, je dis bien toujours, après la récolte. Donc il n'y a pas de contact produit miel. Il n'y a pas de contact. Donc le produit est bien séparé
avec la production. Et généralement, ce produit permet de sauver nos abeilles. Une autre maladie, la loque américaine, c'est un bacille qui va se développer en même temps que la larve. Avant que au 10e jour, que les abeilles mettent une petite pellicule de cire, la larve qui se trouve dans la larve, en contact de la larve, va tuer la larve et ce bacille va se multiplier. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Une masse gluante. On va prendre un petit bout de bois, enfoncer une genre d'allumette, enfoncer dans la cellule, on va touiller un petit peu et on va tirer. On va avoir un fil. La larve va rester accrochée au petit bout de bois, on va faire un fil. On dit que la larve est filante. Et ça, c'est la loque américaine, contagieuse à 100%. Donc si on ne décèle pas le démarrage de cette maladie, le rucher est contaminé. Donc il faut fouiller dans ces abeilles. On ne fait pas de l'apiculture, on met la ruche dans le fond du jardin et bonjour dans 4 mois. On n'ira pas loin. Donc il faut savoir ça. C'est pour ça qu'il faut aller au rucher école, apprendre le minimum pour savoir. Voilà les deux problèmes. Il y a d'autres problèmes, mais c'est les deux là. Si on gère bien les deux là, on peut avoir des abeilles, une production. J'ai mis la cire ici, lorsqu'on fait la récolte, pour mettre le miel apparent. Donc il faut enlever la petite pellicule de cire qui renferme le miel. Donc avec un couteau, on ouvre tous les alvéoles, sur tous les cas, et on va ramasser tous les petits déchets, on va le faire sur un plateau, et les abeilles vont récupérer tout le miel qui reste accroché, qui reste collé à la cire. Donc tout le miel est pris, il ne reste plus que la cire. Je récupère la cire, et je fonds cette cire brute au soleil pour avoir des blocs de cire. Et ces blocs de cire là sont revendus aux marchands de matériel agricole et c'est pesé, évalué. Je ne prends pas d'argent, mais par contre je vais récupérer des feuilles de cire que je vais mettre sur mes câbles. Donc ces feuilles de cire là, c'est un échange. Et ce qui veut dire j'apporte la matière première pour faire avoir des feuilles de cire et je vais payer que le travail du professionnel. Donc c'est intéressant pour nous. Le frelon asiatique, bon, j'ai les spécimens ici, donc celui-là depuis 2009 dans les Côtes d'Armor, et on peut considérer que tout le département est touché. Donc c'est un autre problème, donc il faut faire une lutte, et la lutte a démarré vraiment avec les communes depuis au moins 5 ans, où on a mis le paquet, et les communes ont fait des réunions d'information, ont distribué des pièges, pour que les gens piègent en avril, mai. C'est les deux périodes où on peut piéger. Donc 1er avril, 30 mai, on met des pièges. Que ce soit comme ça ou le piège du commerce. Et donc là, qu'est-ce qu'on met dedans? Un peu de bière avec du sirop de cassis ou de framboise. Ou alors même, il y en a qui mettent avec du cidre, moi je le fais, du vieux cidre qui est un peu aigri, avec crème de cassis ou de framboise, et ça marche très bien. Donc depuis 5 ans, on piège beaucoup, autour de Saint-Brieuc, toutes les communes ont participé, donc merci aux maires de ces communes-là, ce qui permet d'avoir une réflexion très agréable, parce que je fais des fêtes tous les dimanches, et tout le monde le dit. Cette année, on n'en trouve pas, on n'en voit pas, on n'en voit pas, Voilà, c'est 1, 2, 3, et puis on n'en voit plus. Voilà les conséquences du piégeage, on a tellement diminué la pression des frelons, qu'on a du mal à en trouver maintenant. Donc, je ne veux pas dire qu'on a gagné la partie, mais on a eu raison de le faire. Parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans, Saint-Brieuc avait détruit 115 nids pour la ville de Saint-Brieuc. C'était quand même pas mal. Trégueux est arrivé à 40-43. Donc pour une superficie comme Trégueux, c'est trop. Et puis ça coûte de l'argent pour les communes. Donc l'information coûte moins cher que de faire appel à des spécialistes pour détruire ça. Donc bonne nouvelle, depuis l'an dernier, on a déjà constaté qu'il y avait une baisse dans le nombre de frelons qu'on pouvait voir. Et cette année, la chute est encore là. Propre et net. J'en ai ramassé 3 cette année, pendant cet été. 3 frelons. On a vu jusqu'à 150, ouais. Mais... Donc ils sont, même les 3 sont là-dedans. Donc il faut continuer ce travail
Et si tout le monde joue le jeu, peut-être qu'on dira bah, arrêtez pendant une année, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on fera pour voir si ça revient. Je ne sais pas. C'est frelons Oui, mais ils ont 2 ou 3 ans d'âge. Et voilà les frais, les tout frais. C'est des frelons. Les frelons asiatiques. Et là, le frelon européen, qui est plus gros. Donc le frelon européen, c'est le jaune qui domine. Quand vous voyez un frelon passer, qu'est-ce qui passait là? Si vous voyez du jaune, frelon européen. Si vous voyez du noir, dominant noir, c'est le frelon asiatique. Et celui-là, il ne s'attaque pas. Le frelon européen, non, il n'attaque pas les abeilles. Donc le frelon asiatique, il y a le front orangé et les pattes jaunes. Donc son vrai nom, c'est frelon à pattes jaunes, c'est son vrai nom. C'est le nom officiel. Parce que des frelons en Asie, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs sortes. Donc peut-être un jour ou l'autre, on en aura un autre par les transports. Et quand on piège les Asiatiques, le truc c'est qu'on piège aussi les autres. Quoi. On prend le frelon européen en même temps, malheureusement. Mais on essaye de faire des pièges un peu sélectifs. On nous dit de prendre des bouteilles d'eau et faire des trous de 8 mm. Le frelon asiatique rentre, mais pas le frelon européen, qui est plus gros. Donc on commence à faire des pièges un peu plus sélectifs. Et c'est pour ça qu'il faut piéger 1er avril, 30 mai. Et au 30 mai, on arrête. On les ramasse. Parce qu'on va ramasser tout autre chose. Sinon, Comme ça sert à rien. Il faut attraper les rennes du coup. Voilà, on ramasse les rennes qui ont passé l'hiver. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours des températures un peu négatives, du moins 5 pendant 3-4 jours, pour en éliminer par le froid une quantité quand même. Voilà. Donc là, vous avez le petit. Ça démarre comme ça. Hein. Donc on voit ça en avril-mai. Donc si vous voyez ça dans les cabanes de jardin, les cabanes de bois, les cabanes de papy, d'outillage, donc tous les 10 jours on fait le tour de la maison pour voir si on a ça. Sur les portes d'entrée, sur les pierres, les houes. N'importe où. Là où la pluie n'arrive pas, on peut trouver ça. Donc tous les 10 jours, quand on en trouve un, on le détruit le soir, quand le frelon est à l'intérieur. Donc vous prenez une petite bombe du commerce, ou alors avec une paire de gants, vous l'écrasez, ou comme dans le temps, le bocal de confiture, et puis on glisse le couvercle après, donc vous trouvez une solution. Et là, voilà ce qu'on à l'intérieur quand on le casse, le petit nid. C'est donc un petit nid avec une dizaine d'œufs. Et les 10 premiers frelons qui vont naître vont participer pour agrandir le nid. Donc quand on aura un nid gros comme un ballon de foot ou un peu plus gros, ben ce logement, disons, sera trop petit car la population de frelons aura augmenté. Donc ils vont quitter ce nid, on dit toujours nid primaire, ça c'est nid primaire, pour créer un deuxième nid qu'on va appeler secondaire, qui va devenir énorme. 1 mètre de long sur 50 cm de large, qui va devenir énorme. Et celui-là, bah, il peut être à 15 mètres de haut ou plus. Et plus c'est haut, plus c'est cher pour faire détruire. Donc il faut mieux détruire quand il est tout petit. Ouais. Et si vous avez des haies autour de chez vous, de votre maison, avant de prendre le coupe-haie, prenez un bâton et faites le tour du jardin pour voir si c'est habité. Parce que si vous commencez par couper les branches et puis vous tapez avec le coupe-haie directement sur le nid, vous avez intérêt à faire le 100 mètres. Oui. Donc pour éviter ce souci-là, un bâton, on remet toutes les branches pour voir si ça sort. Et après on peut travailler. Par précaution. Donc on va ouvrir une ruche. Hein, on va donner des voiles. Voilà, donc on va y aller. Voilà. T'as pas mis ton nouveau que je t'ai acheté? De quoi? C'est un nouveau chapeau. Il devient fou. Ah bon? Ouais. Je vais le gronder. C'est cadeau. Hein. Je vais le gronder. Non. Il t'a fait pitié?
Non. Avec ces anciens. Voilà. Il reste un tout petit peu de miel, mais pas grand chose. Il y en a moins que la semaine dernière. Donc vous allez voir du miel brillant. Donc le miel liquide, c'est du miel qui est trop riche en eau. Et le miel qui se trouve sous la pellicule, c'est du miel qui est mûr. Là, c'est du miel, c'est du nectar ici, riche en eau. Là. Donc il y a du miel liquide qui est un peu riche en eau, donc là, la pellicule de cire n'est pas mûre. Et en dessous aussi, c'est du miel mûr. Quand même un peu. De toute façon, il y a des cadres, normalement, je pense qu'il y a un cadre là-dedans. Donc nous, on fait toujours la récolte quand la cire est mise sur les alvéoles. Donc on fait la récolte, on dit que le miel est mûr. Donc on fait la récolte. Donc il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus personne là-dedans. Ben, c'est normal, il n'y a que des mâles. Bah oui, mais il y en a moins déjà que la semaine dernière. Donc on appelle ça la hausse. Une hausse, c'est un étage, c'est le grenier à miel, c'est pour l'apiculteur. On vole un peu les abeilles, mais c'est prévu. Donc si ça marche bien, on peut en avoir 3. Ah ouais, ça brûle. Par là, il doit Ce arrêter. cadre-là, ouais. N'ayez pas peur, il n'y a que des mâles. Et le mâle n'a pas de dard. Donc il ne peut pas piquer. Et par le son, je sais qu'il n'y a pas de reine. Je le sais. Donc on peut le prendre dans la main. Il n'y a pas de dard. Il ne faut pas se tromper. C'est tout. Et vous verrez sur les cartes où les ruches sont orphelines, il y a beaucoup de pollen. Alors pourquoi il y a beaucoup de pollen? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élevage. Il n'y a pas de nourrissement en pollen. Donc le stock ne baisse pas. Le stock n'est pas utilisé. Et regardez Le mâle va consommer que du miel, il ne va pas manger de pollen. Ah si, un peu de pollen, mais il va en manger un peu. vu la quantité. Et regardez la couleur du pollen. C'est toutes les couleurs. C'est aussi bien qu'un Picasso. Hein. Non, elle est condamnée. Oui, il y en a quelques-unes. Regardez là, le beau pollen. C'est dû à quoi ça? Quand on voit des couleurs différentes, ça veut dire que Parce elles ont été qu'elles sur... n'ont pas relevé de reine. Les dernières qui ont pondu, elles ont pondu que des mâles, donc du coup il n'y aura plus de famille. Regardez ce joli pollen. Et pourtant, C'est un tableau. on a essayé de la... C'est beau quand on voit toutes les couleurs là. Ouais, toutes les couleurs. On a essayé de la sauver. Donc quand il y a beaucoup de pollen, ça veut dire qu'il n'y a plus d'élevage. Parce qu'il n'est pas consommé. Bon ben voilà, ça c'est une ruche qui est condamnée. Alors pourquoi, j'ai le gros problème, pourquoi les reines ont du mal à vivre? Ça c'est une question que... Il y avait des cellules royales pourtant. Ah oui, Il y en avait. Il y en avait quand même. Ah, ils ont ramassé, ils ont fait un peu de miel. Il reste encore quelques abeilles. Il reste encore des abeilles. Les derniers... On va me piquer, toi. Bon ben voilà. On va mettre ça. L'autre, elle va peut-être mourir. On va le mettre. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais On va aller sur l'autre. Elle est peut-être... On va aller sur l'autre. Là. Allez, un peu d'enfumoir. Je vais lui donner l'enfumoir parce que moi, j'ai pas mon vêtement, donc... Avec des fourmis. Des fourmis. non, c'est sûr qu'il y a des fourmis. Oh bah, c'est chaud. Il y a toujours une chaleur. Mais non, pas l'air de bouger beaucoup, celle-ci. Si, allez, hop, si. Oui. Donc voilà, ce sont des abeilles et non des mâles. Ce sont des ouvrières. Et c'est pas le même Et bruit. c'est pas le même bruit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc là, ce sont des ouvrières. Plus petites. Donc voilà la propolis. Regardez ça. La vraie colle. Propolis. Donc ça, c'est les labos. Ils recherchent.
c'est un vieux cas. Là, vous regardez là, les abeilles se tiennent les unes aux autres. Ils font une chaîne serrière. Ils s'accrochent. Si on laisse le cadre là, ils vont tout construire. À cette période, ils ne construisent plus de cire, de pas cire. beaucoup, Hein. non. Non, c'est fini. Voilà un bon cadre de miel. Avec un peu de couvain. Ici, il y a un élevage. En dessous de la pellicule de cire, il y a un bébé. Moi, j'adore. Je passe des heures. Le miel mûr. Je trouve ça super. Regardez ça. Joli ça. Et personne n'a peur. C'est normal ça. Ça c'est beau. Je suis pas piqué. Je suis pas arrivé au point où je suis. Ça, c'est ce genre de truc. Ouais, ça, j'ai. Bonjour. Non, non, non. Ça, c'est vraiment. Plus tard. Il y en a une qui m'a piqué. Elles sont pas mauvaises aujourd'hui, mais bon, je dis, c'est un filtre en dessous de mon voile, j'aime pas ça. Voilà. Un câble de vache. Le contact quand même pas mal. Hein. C'est vraiment les miennes. Donc en dessous de chaque cellule, En plus, il y a un bébé. De chez moi, là. il y aura une naissance. On va le faire là. Hop. Elle. Là. Hop. T'as ressenti quoi? Ouais, à travers le jean, j'ai senti. Et j'ai pris une ruche horizontale. Ah, vous n'avez pas pris une ruche normale? Non, j'ai pris une ruche horizontale. Alors pourquoi il y a un trou? C'est au cas où il est réserve pour l'hiver Ah oui, mais c'est moins de pratique. miel. C'est insuffisant. On peut ajouter du sucre, du sirop qu'on va nourrir en septembre. C'est pour augmenter les quantités de nourriture pour l'hiver. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Ah oui, mais bon. Donc quand on connaît un peu, on connaît la pratique, on fait. Et les seins se positionnent sur une branche et que les éclaireuses vont aller chercher. Merci parce que c'était top en fait. Très bien. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ouais, Bon, mais ça c'est. Le message est passé, c'est déjà bien. C'est une belle chose de pouvoir On s'imagine pas tout le. les abeilles et puis faire ce qu'il faut pour en avoir. En avoir. Voilà. Ouais. Mettez des fleurs. Mettez des fleurs. Et pas trop arroser de produits. Surtout ça. Et vous voyez, il y a plein de filles qui viennent dans notre jardin. C'est pour avoir un petit peu de miel. Au printemps, c'est magnifique. Là, Tant mieux, voilà. et après, c'est la lavande qui prend le relais. Ah, ouais. Ah oui, parce qu'on a plein d'autres fleurs de Ah ce oui. là Ah ouais, et on ils vont utilise dessus. Ah ouais. l'abeille, et que je regarde pratiquement tous les jours quand ils sont en fleurs, je fais oh bon là. Mais bon, on a moins quand même qu'avant. Oui, oui, ça on me le dit. Hein. On voit de moins en moins d'abeilles dans les jardins. Mais par contre, les bourdons noirs et jaunes, Et bien il y en a plus. ah si, tout le monde les trouve. Ah ouais, c'est cela, mais ça ne produit pas de miel évidemment. Mais il ne faut pas les tuer, hein, tous les gros bourdons là. Ils sont utiles pour la fécondation des fleurs. Hein? Donc eux, ils vont participer dans la fécondation des petites fleurs comme les cotonastères. Ça fait des petites boules rouges là. Ben, nous, humains, on mange rien. Mais ça va servir pour les petits oiseaux pendant l'hiver. C'est ça qu'on appelle la biodiversité. Chacun tire son épingle du jeu et tout le monde vit. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter tous les traitements dans les jardins. Et puis les planter un peu des variétés un peu différentes. Pas tout, du monofleur ou monoplante, il faut éviter ça. Je te montrerai Alors quand vous achetez du miel dans le commerce, lisez les étiquettes. Alors maintenant on voit toujours c'est CE plus hors CE. Alors, ça veut dire quoi ça? Ouais, ben, quand on fait ce qu'il y en a veut pas dire que c'est beaucoup, bien hein. Donc on n'achète pas. Quand on n'a pas le courage de mettre l'origine du produit, on n'achète pas. On essaie de trouver du miel local, mais dans les grandes surfaces, il n'y en a pas. Ben non, parce que sur les Parce que l'apiculteur ne le donne pas parce qu'il faut le vendre au prix du miel industriel. Ah non, nous on fait de la qualité, on fait du local, il faudrait au prix du miel de Chine ou de Roumanie. Ah non, il ne faut pas déconner. Donc on a du mal à trouver du miel français dans les commerces, dans les grands commerces. Et le miel liquide est obtenu comment là? Tous les miels sont liquides au départ. Oui, mais pour qu'il reste liquide.
Ben, c'est les miels d'acacia. Et après, on peut le réchauffer un peu au bain-marie. Voilà, moi je mets, quand il est trop dur pour moi, je mets, comme les pots sont transparents, je mets au micro-ondes et quand je vois tout le dessus liquide, j'arrête et avec une lame de couteau, je remue le dur avec le liquide et après il va devenir, je vais faire une pâte et il restera pâteux longtemps. Voilà comment je fais. Et quand on voit ces pots-là, c'est que c'est forcément de votre miel à vous? Ah non. Non. Donc tous les apiculteurs qui sont adhérents au groupement de défense sanitaire D'accord. ont le même pot. Il n'y aura que l'étiquette qui va changer. Parce qu'on les prend en grande quantité par le groupement de défense sanitaire. Vous intervenez dans les écoles? Oh, j'ai fait. Vous faites encore? Ça fait Non. Tous les ans, vous donnez rendez-vous ici à votre école. Oh là, je commence à freiner un peu. S'il fallait dire oui à tout ce que j'entends. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui marque, qui plaît. Je fais les fêtes, toutes les fêtes populaires, là, les patages, les vieux métiers, les fêtes du chapeau qu'ils ont. Mais les gens sont... Ils restent devant mon stand et puis ils sont heureux. Ils sont heureux d'entendre un discours qui leur touche. Et puis, il faut des gens comme vous, hein. C'est nécessaire. Et j'ai des nids de frelons asiatiques, des nids de guêpes, de tout. En plus, j'ai un petit secteur miel, mais j'ai tout le reste. Et tout le reste intéresse les gens. Voilà. Et à part moi, je ne sais pas qui fait. Voilà. Ben, à la biologie, pas mal de... C'est intéressant, hein. Ah oui, là. La biologie, nous on fait beaucoup les fêtes Ah oui, à la vélo, comme ça. Ah oui. Et, Bah, vous venez toujours à la fête de la pomme. oui, bah oui. Ah, vous me voyez tous les ans alors. Oui. Ça fait... On ne se manifeste pas forcément. Toutes les fêtes comme ça, on les fait. Oui, hein. oui. Il y en a plusieurs. Ouais. Comme la Mais- fête de la patate. Non, non, c'est... Comme la fête de la patate. Hein. C'est l'année prochaine. la Ah fête ouais, de à la Pleuc. patate. C'est un copain à moi qui va. Pour faire les abeilles et le miel. Oui, la fête Ah de la ouais. patate. Tu sais comment ils Pleuc. font les... Allez, on va pouvoir se doper. Alors